Lorsque vous verrez cette vidéo, je serai déjà parti. Avec ma retraite chèrement gagnée, je peux me permettre de disparaître et de tourner cette page de ma vie, en espérant qu'il ne me retrouve jamais. Car j'ai décidé de tout dévoiler, de faire la lumière sur cette mafia de l'ombre, la mafia des jeux vidéo, pire que la Camorra. J'espère que mes aveux atténueront un petit peu une partie du mal que j'ai pu faire. Voici mon histoire. Je suis, ou plutôt j'étais, directeur du Centre de recherche neurologique sur les jeux vidéo. J'ai été choisi pour diriger ce centre, car je suis une autorité internationale dans le domaine neuronal, à l'origine de travaux reconnus et de grandes avancées scientifiques. Mais comme Faust, le héros de Goethe, qui a vendu son âme au diable, j'ai été moi-même aveuglé par l'argent facile. Et j'ai mis toute ma science pour combattre la science et pour produire une science orientée. Ce centre de recherche était financé par des fortunes privées occultes, dont on n'a même pas intérêt à murmurer les noms réels. On avait pour mission de propager la culture des jeux vidéo dans tous les pays, toutes les ethnies et toutes les tranches d'âge, en agissant sur les mécanismes du cerveau pour créer chez les joueurs une dépendance totale à l'égard des jeux vidéo. Je sais, vous pensez que les jeux de divertissement, les jeux éducatifs, les jeux d'intelligence peuvent être bénéfiques, n'est-ce pas? Mais cette idée correcte d'ailleurs, c'est nous justement qui avons aidé à sa propagation dans le monde. Nous avons utilisé de jeux innocents, mais non rentables, comme un alibi pour attirer les parents et les enfants dans les filets des jeux d'action, de guerre, de simulation et de virtualité totale qui constituent notre cœur de marché. Car permettant de provoquer l'addiction des joueurs, moyennant des techniques dont nous maîtrisons tous les secrets. La stratégie était dans une première étape d'apprivoiser les parents, de manipuler les journalistes et de gagner la confiance des politiciens pour en faire, sinon des éléments favorisants, du moins des éléments neutres. Notre argumentaire à l'égard des parents était le suivant. C'est à vous, parents, éducateurs, d'encadrer les enfants pour qu'ils apprennent à faire les bons choix. Tout produit est un produit à double tranchant. Ce n'est pas propre aux jeux vidéo. À titre d'exemple, la consommation du sucre peut donner lieu à ça, mais elle peut donner ça aussi. Tout est affaire de dosage. En noyant ainsi le poisson, on mettait toute la responsabilité des délirances sur le dos de la famille, de l'école, des mass médias et des politiques, mais pas sur les jeux vidéo. L'essentiel était d'éviter à tout prix de jeter la lumière sur le lien existant entre les jeux vidéo et l'addiction des joueurs. Cela devait rester tabou, car rien ne devait se dresser entre nous et cette manne financière. Sur le plan purement financier, mes travaux sur l'addiction ont largement contribué à la croissance du chiffre d'affaires de l'industrie des jeux vidéo, lequel a atteint en 2020 180 milliards de dollars, soit plus que le produit intérieur brut de 45 pays africains. Les résultats parlaient pour nous. 3,2 milliards de joueurs, alors que le monde compte actuellement 700 millions d'analphabètes. 46% des femmes dans le monde transformées en gameuses. Un âge moyen des joueurs désormais de 35 ans, alors qu'au début de nos recherches, les jeux vidéo concernaient principalement les adolescents. Et une durée moyenne de jeu en augmentation constante, en parallèle avec la réduction des heures consacrées aux activités sportives et culturelles. Une vraie révolution culturelle. Et comme l'argent n'a ni nationalité, ni race, ni morale, ces résultats spectaculaires ont attiré la convoitise du capital risque
et des sociétés d'investissement internationales soucieuses de rentabilité à court et à moyen terme. Tout cela avec un modèle économique, le free-to-play, basé sur la gratuité. Car la première ressource de financement, c'est soit des bandeaux publicitaires visibles, soit des placements de produits à l'intérieur du jeu. Le second modèle est celui du modèle Pay to Win, qui invite le joueur à dépenser de l'argent réel afin d'acquérir une monnaie virtuelle pour acheter des éléments de jeu nécessaires au personnage joué afin de faire bonne figure et gagner des costumes, des armes, etc. Le troisième modèle est le modèle des loot boxes, coffres à butin, équivalent au jeu du hasard des casinos. Dans ce cas, on paye pour accéder à une récompense aléatoire qui en fait n'enrichit que l'éditeur du jeu. Tout est bon pour faire rentrer de l'argent. Oui, on est passé aux opérations d'investissement, car désormais, les joueurs peuvent investir dans le virtuel. Ils peuvent acquérir un terrain virtuel, y construire une maison virtuelle et la revendre ensuite sur une bourse virtuelle. Cela commence avec quelques centaines de dollars et cela peut aller à plusieurs millions de dollars. Nous avons réussi à acculer plusieurs joueurs à vendre leur maison réelle où vivent leurs familles pour acquérir une maison virtuelle dans une de nos applications. Bouddha avait raison de dire que le monde n'est qu'illusion. Cette évolution est devenue possible grâce au développement de l'électronique. Certains ont peut-être entendu parler de la loi de Moore. Grâce à la puissance de calcul inimaginable des data centers qui a rendu possible le cloud gaming. Grâce aux scénaristes qui ont mis tout leur savoir-faire pour donner de l'attractivité au jeu. Grâce aux designers qui ont créé un environnement accrocheur favorable à la perte de contrôle. Grâce à des programmeurs de génie qui savent transformer toutes les exigences en code compréhensible par les machines. Grâce à des psychologues qui mettent tout l'apport d'une science noble au profit d'un monde devenu fou. Grâce à des experts en marketing qui déploient des trésors d'imagination pour accaparer plus de marché. Mais en toute modestie, c'est mon apport comme neuroscientiste qui depuis 20 ans a été déterminant. Mais au final, nous sommes tous coupables, soit par ignorance, soit par indifférence, soit par connivence, soit par intérêt. Pour ma part, en tant que spécialiste, j'ai commencé par remettre au goût du jour la découverte du circuit de la récompense faite par Holtz et Milner en 1954 et qui a été au cœur de mes développements. Holtz implanta à plusieurs rats une mini-électrode dans le cerveau destinée à délivrer une impulsion électrique chaque fois que le rat actionnait un petit levier. Et les résultats furent stupéfiants. Les rats pouvaient appuyer jusqu'à 200 pressions à l'heure pendant 24 heures d'affilée, certaines décharges étant si fortes qu'elles les propulsaient en l'air. Ils préféraient même se priver de manger et de dormir que d'abandonner leur décharge électrique. D'où la preuve de l'existence d'un circuit de la récompense qui pousse par exemple les sportifs à aller au-delà de leurs limites malgré toute la souffrance endurée et qui a poussé dans la légende Hercule à accomplir ses fameux travaux. D'autres recherches mirent en lumière dans le circuit de la récompense la sécrétion d'une hormone, la dopamine, qui est responsable du sentiment du bien-être et du plaisir et appelée communément l'hormone du bonheur immédiat. Lorsqu'une personne joue trop souvent, elle va libérer une quantité de dopamine très importante et trop souvent. Le corps va demander de plus en plus de dopamine afin de pouvoir continuer à ressentir ce sentiment de plaisir. Exactement comme la drogue et les autres substances psychoactives. Exactement comme les souris d'Holtz. C'est pourquoi
l'Organisation mondiale de la santé n'a pas eu d'autre choix que de reconnaître ce qu'elle a appelé le trouble du jeu vidéo et qui n'est rien d'autre, à mon sens, que l'addiction aux jeux vidéo. Soyons honnêtes pour une fois et appelons les choses par leur nom. Ma première grande idée a été d'exploiter le circuit de la récompense en conseillant l'intégration dans les jeux vidéo de plusieurs types de récompenses addictives. La récompense scénaristique qui permet à un joueur de résoudre une énigme et de débloquer la suite de l'histoire. La récompense par la puissance grâce à l'acquisition de nouvelles armes et de nouveaux pouvoirs accordés aux joueurs. La récompense par les collections en permettant aux joueurs d'acquérir le plus de trésors. La récompense par le statut en permettant aux joueurs d'atteindre le niveau d'expert. La récompense par l'ego déclenchée par la réussite dans un jeu très difficile. Ma deuxième grande idée a été d'exploiter les travaux de Skinner qui avait mis en évidence que des pigeons dans une cage se lassent très vite d'obtenir de la nourriture en appuyant sur une manette. Sauf si la nourriture est délivrée de manière aléatoire. Les pigeons appuyaient alors sans interruption sur cette manette jusqu'à se casser le bec. C'est le même système de récompense que l'on utilise aujourd'hui dans plusieurs jeux vidéo. Il s'agit en fait d'une pratique toxicomaniaque conditionnée. Grâce à des processus aléatoires, loots, comme des machines à sous, qui maintiennent une excitation permanente et addictive dans un délai de temps, ce qui oblige à rester très longtemps connecté. Ma troisième idée a été la création d'un monde virtuel dans lequel le joueur peut se déplacer, rencontrer des personnages virtuels et se confronter à toutes sortes de challenges. Ma quatrième grande idée a été l'exploitation de l'idée d'avatar, ce qu'on a appelé plus tard l'effet Tamagotchi. Un Tamagotchi étant un animal de compagnie virtuel japonais créé en 1996 par la société japonaise Bandai que le joueur essaye d'éduquer à l'aide d'une console miniature et d'un programme informatique. J'ai fait évoluer l'idée par la création d'un avatar du joueur, un double de lui-même, qui interagit aux côtés d'autres joueurs connectés dans le monde virtuel et qui a sa propre vie. Car le joueur ne peut pas et ne veut pas laisser son avatar tout seul dans le jeu, abandonné dans un environnement hostile. Il est obligé d'être toujours connecté à son double pour l'aider à faire face aux aléas. Car toute absence peut coûter cher à l'avatar et donc à soi-même. De cette manière, nous soumettons totalement le joueur au monde virtuel. Ma cinquième innovation a été d'aider au développement d'écrans tactiles, de consoles de jeu, de lunettes 3D, de casques et de caméras, tous intelligents et en mesure de nous transmettre votre rythme cardiaque et même votre température et votre niveau de stress. J'ai contribué jusqu'au développement des consoles de jeu munies des capteurs intelligents en mesure de nous transmettre votre profil génétique. Et toute cette mine d'informations personnelles, nous la mettons à la disposition de ceux qui payent le plus, même si certains pays l'interdisent aujourd'hui. Après tout, vous n'avez qu'à vous contrôler. Sachant que mon métier consiste justement à vous empêcher de vous contrôler. L'excès de dopamine généré par les jeux vidéo a entre autres pour effet d'augmenter l'agressivité contre les autres, y compris contre ses propres parents, lorsqu'ils voudront mettre un terme au jeu. De véritables crises de folie. La grande partie de dopamine étant investie dans les jeux vidéo, il en restera peu pour les autres activités et l'enfant tombera en léthargie hors du jeu. Vos enfants ne voudront plus sortir, ne voudront plus faire du sport, car ce qui compte, ce n'est plus le corps, mais sa représentation dans le jeu. Ce qui compte, c'est l'avatar. Ce qui compte, c'est l'autre monde. La dépression n'est alors pas bien loin. Nous avons compris depuis longtemps que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Si vous croyez que les jeux vidéo sont un simple jeu, alors vous n'avez rien compris.
Car l'imagination, lorsqu'elle se transforme en croyance, devient la réalité. C'est d'ailleurs ce qui fait passer vos enfants de la violence virtuelle à la violence réelle très facilement. On ne parle plus de jeux vidéo, mais de religion vidéo. Et les personnages des jeux vidéo sont les nouveaux prophètes du siècle. Plus grave encore, la transformation même du cerveau, l'atrophie de certaines zones et la baisse d'activité dans d'autres zones. Des conclusions expérimentales d'un célèbre professeur japonais dont nous avons bien entendu réfuté toutes les conclusions de manière scientifique, si l'on peut dire. Et même lorsque les morts commençaient par se compter par dizaines d'enfants et d'adolescents, en raison du célèbre jeu Blue Whale, la consigne était de payer les scientifiques et les psychologues pour innocenter les jeux vidéo. Et de répéter partout que les jeux vidéo n'ont d'effet que si l'enfant et l'adolescent sont déjà prédisposés à l'épilepsie, à la schizophrénie et au suicide. Quel beau mensonge! Malheureusement, c'est tombé aussi sur ma famille et ma petite fille a perdu la vie en suivant les consignes des jeux vidéo. Faire face à un train. C'est pour cela aujourd'hui que j'ai décidé de parler, de tout dévoiler, pour que tout cela s'arrête. Pour qu'on arrête de sacrifier des vies à l'autel de l'argent. Car je ne peux plus supporter ce sentiment de culpabilité. Tout dévoiler et partir, en espérant qu'il ne me retrouve jamais. Mais je sais par expérience que les salauds gagnent toujours.